Bienvenue dans la deuxième partie d'une semaine dans le monde. On va parler un petit peu d'immigration maintenant. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est à Calais ce soir pour commencer ce processus de démantèlement de la jungle. Ceci à la fin d'une semaine qui a vu des arrivages records sur les côtes italiennes. 7000 migrants ont été secourus dans la journée de lundi seulement sur les côtes libyennes. Une crise migratoire donc qui continue en Europe. On en parle donc avec nos éditorialistes. On en parle maintenant, Éric de Courty, depuis un an, sans apparemment réussir à trouver la moindre solution. Non, on est devant une situation qui paraît insoluble. On est devant une situation où il y a déjà une urgence humanitaire. Je lisais en venant sur l'état de la jungle de Calais. La situation est épouvantable. On a des enfants, on parle beaucoup de politique. En ce moment, c'est qu'on a l'impression déjà, c'est le sujet majeur, c'est le sujet premier. Et on va probablement partout, on parlera de politique intérieure sans doute après, que c'est le sujet essentiel. Mais moi, j'ai l'impression que, effectivement, c'est un sujet important. Mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des enfants qui sont en train de mourir un peu partout, à Calais et ailleurs. Et cette urgence humanitaire-là, je trouve que politiquement, et même dans nos débats, on n'en parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est une situation qui est aujourd'hui catastrophique. À Calais, il y a un reportage d'une fille qui travaille longuement, qui s'appelle Aïdé Sabéran, qui travaille beaucoup sur la jungle de Calais depuis des mois et des années, qui fait un travail remarquable dans une quasi-indifférence politique et médiatique qui décrit cette réalité. Alors oui, il y a une question politique, il y a la question des flux migratoires. On est confronté à une situation en France et en Europe extrêmement compliquée, extrêmement tendue. Mais il y a des gens, des enfants qui sont en train de mourir. Et ça, au moins, qu'on souligne cette réalité. Yvan Rieufol, comment peut-on accepter en France que des gens vivent comme ça, qu'on ne réussisse pas à accueillir ceux qui souhaitent soit demander l'asile, soit passer au Royaume-Uni pour demander l'asile? Pourquoi, après tout ce temps, ne pas avoir réussi à créer des installations pour les recevoir à peu près dignement? Pourquoi? Parce que vous voyez bien que tout le monde est débordé par le nombre, débordé par la masse. Il y a naturellement une question humanitaire, mais il y a maintenant une question sécuritaire. On apprend aujourd'hui que tous les jours aujourd'hui, vous avez des scènes de guérilla armée menées par des clandestins qui tentent de prendre d'assaut des camions, en tout cas des camions routiers, afin de passer en Grande-Bretagne, et que vous avez une population à Calais qui est devenue excédée, qui va d'ailleurs manifester lundi, par ces comportements-là. Donc nous sommes dans une situation où on ne peut pas simplement se bercer d'un angélisme qui est humanitariste, qui est naturellement très respectable, mais qu'il faut également faire preuve de responsabilité. Or, non, il ne faut pas faire preuve de l'angélisme humanitariste que de décrire une situation avec des enfants qui meurent. C'est une réalité. Oui, mais vous ne pouvez, les enfants qui meurent, il en mourra encore davantage si vous laissez venir encore davantage d'enfants. Parler d'angélisme humanitariste quand on fait le constat simplement qu'il y a des enfants, ce qu'on est les uns et les autres à pouvoir dire, c'est pas de l'angélisme humanitariste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de plus simple que de tenir ce discours-là. Je pourrais le tenir, ce serait beaucoup plus commode pour moi. Ce serait bien que vous le teniez aussi de temps en temps. Non, mais non, ce n'est plus possible à tenir. Et voyez bien d'ailleurs que c'est ce discours qu'avait tenu également Angela Merkel et que également son électorat l'a fui aujourd'hui. Non, on peut avoir un discours politique et un discours humanitaire. Si vous voulez faire monter les extrêmes, continuez comme cela. Mais je pense que c'est une folie que de ne pas voir aujourd'hui que la France n'a pas la capacité, la capacité matérielle. On peut faire les deux, hein. On peut faire les deux. Écoutez, vous le voyez bien que non. Vous ne pouvez pas demander à Calais, en tout cas, de pouvoir faire face à 10 000 mais Calais, migrants. la situation vous ne pouvez de Calais, pas demander à tous les autres Français de Calais, faire face. On sait très bien que la situation de Calais, si entre la France et l'Angleterre, il y avait eu d'autres choses, il faut arrêter ces genres de débats stériles. Aujourd'hui, il faut avoir un peu plus de responsabilité et se dire qu'il y a un moment où on ne peut plus accueillir autant de monde. Alors, quelle est la solution? Fermer la porte? La solution, c'est en effet de fermer les frontières. Dans ces cas-là, ou en tout cas de ne prendre que les vrais réfugiés, parce que dans ces réfugiés, vous avez des réfugiés politiques qui sont naturellement très respectables et qu'il faut accepter, mais vous en avez pléthore qui ne sont pas des réfugiés politiques, et c'est ça tout le drame. On les appelle migrants, mais en fait, pour la plupart d'entre eux, ce sont des clandestins. Vous avez très peu de réfugiés politiques. En tout cas, vous en avez ceux qu'il y a sont mêlés dans une masse qui en fait jette le discrédit sur le reste de la population. Moi, je vais être d'une concision rare parce que je ne me sens aucune légitimité à m'exprimer sur un dossier dont je ne suis pas familier, mais juste trois remarques et deux fictions. Une première fiction, c'est le démantèlement. Il n'y a pas de démantèlement. Ou il y en a tellement qu'il n'y en a plus. Parce que voilà, on va démanteler aujourd'hui à moitié, un quart, etc. Et ça va se recréer ailleurs ou autrement. Sans avoir trouvé des installations. La deuxième fiction... C'est le camembert qui creusait un trou pour mettre les terres dans le trou. La deuxième fiction, c'est l'accueil sélectif. Comment faites-vous concrètement
pour déterminer que X est un authentique réfugié politique et que Y ne l'est pas. Alors qu'ils arrivent souvent sans passeport. Et une dernière remarque, et peut-être une lueur d'espoir, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai entendu à plusieurs reprises à la radio la maire de Calais, et je trouve qu'elle tient une ligne assez admirable, en ce sens qu'elle est parfaitement ouverte à l'angoisse, au dépit, parfois à la colère de ses administrés, qu'ils soient ses électeurs ou pas, et en même temps, elle continue de tenir un langage de raison assez humain, en faisant appel à l'État dans ses fonctions régaliennes. Elle fait appel à l'armée. Et Éric de Coutty, la solution pour vous, c'est quoi ? La solution, ce serait trop simple s'il y avait une solution. Moi, je veux bien qu'on les mette tous à la mer, comme d'aucuns sont pas loin de le présenter. La situation, il n'y en a pas aujourd'hui. On est confronté devant une urgence. Il y a une urgence immédiate. Il y a une urgence politique qui est, oui, effectivement, on ne peut pas absorber. On est devant une situation qui est inextricable. C'est une situation européenne. Ça fait des années que l'Europe, à chaque fois, on a fait combien de sommets pour se dire la situation des migrants. On est devant une situation... Cessons dans ces cas-là de laisser croire à tous ces malheureux que l'on peut les accueillir, les loger et leur donner du travail. On ne le peut pas. Ceux qui sont à Calais, c'est pas en France qu'ils veulent aller, c'est en Angleterre. Je reproche à Bernard Cazeneuve, d'ailleurs, d'avoir, l'année dernière, à la même époque, s'être déplacé à Calais pour aller saluer tous ces migrants en leur demandant de prendre eux-mêmes, de faire les démarches afin qu'ils demandent des titres de séjour en France. Ils n'en veulent pas. Et donc, je pense qu'il faut arrêter d'accueillir tous ces gens-là avec des petits panneaux « Welcome », car en fait, vous créez leur propre misère. Ceux qui vous créez leur propre misère. Vous vous plaignez de ces enfants qui soi-disant meurent. Ils ne meurent pas, mais c'est de ces enfants qui, effectivement, vivent des vies détestables. Mais vous participez à ces vies détestables en disant « Welcome » dans ces enfers dans lesquels vous les enfermez. Donc, je vous en prie, regardez exactement... C'est pas à vous adressez pas à moi personnellement. Si, dans votre discours. Votre discours mène à cela. Et moi, je pense que c'est une folie, parce que encore une fois. C'est une folie que de ne pas vouloir se confronter aux réalités dans lesquelles ils vivent. Alors, Éric de Coutty, est-ce que, alors que justement, il faudrait qu'on puisse organiser des installations pour les accueillir, réfléchir d'une façon humaine et digne de les recevoir. Finalement, c'est un débat qui est devenu très politique, justement, vous le disiez à l'instant. Il est très difficile de réfléchir à comment organiser des structures d'accueil, la tête froide, de façon à peu près organisée et réfléchie. Non, mais le débat, excusez-moi l'expression, mais le débat est pourri. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans les mois, pour pas dire les années qui viennent, ce sera impossible d'avoir un débat serein et responsable sur ces questions-là. On l'a vu, et on en parlera peut-être après le début de la campagne pour la primaire à droite, on est devant une hystérisation absolue, donc il faut pas se leurrer. Le débat politique sur cette question-là, il n'aura pas lieu. Ça va être un débat de caricature, ça va être un débat d'anathème, ça va être un faux débat. Alors, on ne traitera pas de la question, et malheureusement, on ne traitera pas de cette question-là, qui, et je rajouterai, qui malgré tout, sera au cœur des 6 mois qui viennent. On ne va parler que de ça. On ne va parler que de ça et de sécurité. Ça va avec. On va en parler de façon caricaturale. Ces deux thèmes, et on va parler de la primaire de droite, semblent effectivement désormais centrales à la campagne. Déjà, juste avant qu'on passe à la politique intérieure, par contre, Isis, quelques images sur cette crise migratoire. Oui, alors ça fait plusieurs mois que les dessinateurs suivent toute la question des migrants qui arrivent sur les côtes de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on voit leurs dessins, c'est vrai qu'eux dessinent justement des êtres humains. Ils ne font pas justement la différence si c'est un migrant, réfugié politique ou pas. Pour eux, c'est tous des êtres humains. Donc, il y a ces premiers dessins des Hall, qui est un dessinateur américain, avec un titre très évocateur, 1 million d'histoires, certaines jamais dites. Et donc, lui, il suit justement la traversée de la Méditerranée, ces embarcations de fortune. Et on voit qu'il y en a certains qui arrivent sains et saufs sur la côte. Et malheureusement, il y en a d'autres qui ne réussissent pas à traverser la Méditerranée. Oups, pardon. Et un autre dessin des Plasman, dessinateur allemand, un dessin publié dans la Frankfurter Rundschau, et un dessin qui s'intitule Notre mer, Mare Nostrum. Et donc on voit ces personnes qui vont aller se baigner justement dans cette mer méditerranéenne, et on voit que c'est devenu un cimetière. Et on voit cette statue de l'ange qui se cache les yeux. Et je voulais seulement montrer un autre dessin, puisque une des questions aussi qui n'a pas été encore abordée, c'est justement la question sur les statuts des migrants et les accords des migrants qu'on a l'Union européenne
à passer avec la Turquie. Donc, c'est dessin des Joep Bertrams, dessinateur néerlandais, un dessin publié dans Kegel Cartoons. Et donc, on voit justement Erdogan qui a toutes ses cartes avec lui sur lesquelles c'est marqué réfugié. Et de l'autre côté, on voit l'Union européenne qui tient son dernier atout. Une seule carte. Voilà, la dernière carte, les voyages sans visa, qui reste encore une des questions à définir avec la Turquie. Mais voilà, elles sont toujours les cartes à la main, les Turcs. Yvan Rioufol, donc on le disait à l'instant, l'immigration, la sécurité, voilà les deux grands thèmes qui se dessinent pour la droite. L'identité, plus généralement, l'identité, qui se dessine pour la gauche également, car si vous écoutez Manuel Valls, il est le premier à dire que les questions identitaires seront au cœur de l'élection de 2017. Et je suis en effet bien persuadé. Je pense que les questions économiques et sociales servent aujourd'hui d'alibi pour essayer d'évacuer les sujets, qu'il faut aujourd'hui se confronter. Et là, dans ce cas, je rejoins Éric de Couty, que se confronter à ces questions qui sont posées par l'immigration, qui sont posées par l'islam radical, qui sont posées par le communautarisme, qui sont posées par nos propres faiblesses, par notre propre oubli de soi, si je puis dire, et que ces grandes questions qui ont toujours été évacuées jusqu'alors parce qu'elles étaient inabordables ou qu'elles présupposaient un racisme de celui qui l'a posé, sont aujourd'hui imminentes. Mais simplement, le problème est que nous n'avons pas toujours les concepts pour pouvoir y répondre, mais ça va être très difficile, en effet, dans ce laps de temps, d'apporter des problèmes qui soient des problèmes, d'apporter des réponses qui soient des réponses sereines. En effet, il n'est pas question de jeter à la mer et de tomber dans les caricatures que vous voudriez développer, mais en même temps, il n'est pas question non plus de continuer à dire « welcome » pour tout le monde. Donc, il faut trouver aujourd'hui une sorte d'équilibre qui est très compliqué à trouver, naturellement, et sur laquelle il faut beaucoup de courage. Et je pense que c'est le courage qui manque le plus pour l'instant dans le discours politique et singulièrement dans le discours médiatique aussi, d'ailleurs, parce que le média sont les porte-parole un peu de cette grande faiblesse et de ce grand conformisme qui voudrait que, dans le fond, laissons faire, puisque nous exposons notre générosité. Non, on ne peut plus parler ainsi. Éric de Couty, ces questions identitaires, et Yvan nous le rappelait à l'instant, ce que disait le Premier ministre français, c'est vrai que les lignes autour desquelles cette élection présidentielle française va se décider, va se définir, va se cristalliser, les arguments vont se construire autour de ça, on le sent, ce sont des questions d'identité, c'est un discours politique qui est passé vraiment à droite. Oui, mais c'est quand même, moi j'entends Yvan qui dit les questions économiques et sociales sont secondaires. Quasiment, ça n'aura pas d'importance. C'est parce qu'on veut les amener là. Je ne discute pas évidemment qu'il y a un problème avec l'islam radical, qu'il y a un problème majeur avec l'islam radical aujourd'hui au cœur de notre société. C'est une évidence. Ce serait quand même grotesque de... C'est une évidence récente, mais ce serait terrible que le débat politique qui s'engage aujourd'hui pour les 5 années qui viennent, qui va conditionner l'avenir de notre pays pour les 5 années qui viennent, tourne uniquement autour de ça, avec toute la dimension caricaturale, parce qu'on voit bien à chaque fois les caricatures qui sont amenées. On l'a vu dans les propositions de Nicolas Sarkozy, on entend Marine Le Pen, on va entendre les uns et les autres. Mais aujourd'hui, réduire le débat politique à cette question-là, ce sera, à mon avis, tragique pour notre pays. Parce que la question économie, les questions sociales, les questions, la réalité quotidienne des gens, la question qui fait le débat politique depuis toujours, est aujourd'hui essentielle au cœur de notre réalité. Petite remarque lexicale, je crois qu'on a raison de parler de primaire. Que ce soit en France ou aux États-Unis, rarement une procédure politique a été si opportunément désignée, primaire. Ce que je redoute le plus, c'est que ce qui va écrabouiller le débat dans les semaines et les mois qui viennent, c'est qu'on va parler non pas à la tête, au cerveau, mais on va parler dans le meilleur des cas au cœur et le plus souvent aux tripes. Et on voit déjà d'ailleurs la tournure que prennent les anathèmes réciproques, que ce soit à droite ou à gauche, celle qui tiendra un discours de raison, c'est-à-dire à la fois lucide, volontariste, etc., sera balayé par les slogans, balayé par les mantras, balayé par la simplification. C'est la procédure même de désignation qui piège l'échéance à venir. On le voit un peu, Yvan Rioufol, justement à droite, avec cette primaire qui va être la première à se disputer. Les déclarations de Nicolas Sarkozy, pour essayer de remonter un petit peu dans les sondages par rapport à Alain Juppé, de plus en plus fort sur un certain nombre de questions. Vous y faisiez référence à l'instant. C'est une espèce de surenchère afin de parler, comme disait Vincent, aux tripes de ceux qui vont voter dans cette primaire. Il ne s'agit pas de parler aux tripes ou de parler au cœur, il s'agit de parler aux Français. Ce sont les Français qui imposent les débats aujourd'hui. Ce sont les Français qui ont été oubliés depuis maintenant 40 ans. Ce sont les Français qui aujourd'hui crient
dans les réseaux sociaux, crient dans les abstentions, crient dans les référendums qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils vivent mal, que ce vivre ensemble est une galéjade. Et donc ce sont les Français qu'il faut écouter. Ce sont eux qui sont au centre du débat. Nous redécouvrons, nous parlions de démocratie tout à l'heure et nous faisions la leçon aux pays africains. Mais est-ce que notre démocratie fonctionne si bien que cela? Non. Il y a une grave crise de la représentativité. Les corps intermédiaires ne représentent plus personne, même pas les médias d'ailleurs. Et donc c'est ce sujet-là qui est au centre aujourd'hui. Et ce qui est posé maintenant, c'est de savoir effectivement comment est-ce que les Français, comment est-ce que le ressenti des Français peut être aujourd'hui traduit dans des programmes politiques. Je ne dis pas qu'il faille tomber dans la démagogie, je ne dis pas qu'il faille suivre tout ce qu'il faudrait suivre, et je ne dis pas qu'il faut en effet parler aux tripes, je dis qu'il faut écouter la détresse des gens. Et la détresse des gens, elle est tout à fait respectable, et moi, elle m'intéresse en tout cas de l'entendre. Et de l'entendre, cela signifie qu'il faut, en effet, mais d'une manière sereine, encore une fois, d'une manière délicate, se pencher sur ces grands problèmes qui ne doivent pas nous déchirer, qui devraient d'ailleurs nous rapprocher. Et j'observe, et j'en termine, et j'observe d'ailleurs, parce que vous parlez beaucoup de la droite en disant que simplement la droite semblerait... On parlera de la gauche. Non, mais semblerait s'intéresser seulement à ces sujets-là. Ce n'est pas vrai. Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'admiration ce que dit Manuel Valls sur ce sujet, et je suis en tout point d'accord avec lui. C'est amusant ce que vous dites, enfin amusant. Je ne sais pas si c'est amusant, mais en tous les cas, c'est remarquable. Vous dites ce que veulent ou ce que pensent ou ce que disent les Français. Nicolas Sarkozy, ou en tous les cas, envoyait des gens au moment de lancement de la campagne de Donald Trump. Et il est revenu, je ne sais pas si c'est un verbatim exact, mais en disant « Moi, je vais leur servir, je vais faire comme lui, je vais leur servir ce qu'ils attendent. » Et on voit bien le discours de Nicolas Sarkozy, c'est de servir, en fait, et pas le seul, ce que les Français attendent. Et moi, je crois qu'effectivement, les Français attendent ce discours-là, mais la responsabilité d'un homme politique, ce n'est pas de servir un produit qui ferait de l'audience, c'est d'être capable d'apporter, surtout quand on est candidat à la présidentielle, des solutions intelligentes, raisonnables, aux questions qui se posent. D'accord, Éric, mais ils ne les ont pas. Cela fait 40 ans qu'ils ne les ont pas. On fait quoi? On va servir, comme Nicolas Sarkozy, comme les uns et les autres, ils vont servir finalement une espèce de bouillie, d'anathèmes successifs. On l'a vu, le début, excusez-moi. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de... Écoutez, admettez tout de même la catastrophe. Le débat de la droite, les 2 semaines que la primaire à droite est ouverte, on a retenu quoi? Il y a quoi comme proposition? Vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy? Moi aussi. Les propositions sincères, concrètes, réalistes, intelligentes, elles sont où dans le débat politique aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, en une minute, simplement se pencher sur le bilan de ces 40 ans à 50 ans de cogestion droite-gauche de ce pays-là? Est-ce que ce pays va bien? Est-ce que ce pays va bien économiquement, socialement, identitairement, culturellement? Oui ou non? Si c'est non, il faut se demander pourquoi. Et se demander pourquoi, cela pointe la faillite de ces hommes politiques dont vous dites qu'ils n'ont pas à suivre, en effet, a priori, on pourrait suivre ce raisonnement-là, qu'ils n'ont pas à suivre, en effet, les aspirations des gens. Et encore qu'il faudrait se demander à quoi sert la démocratie. Les hommes politiques mais et les je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir cette boussole, et cette boussole, c'est les Français qui Alors on va parler un petit peu de justement ce que propose la gauche dans les mois qui viennent. Isis, quelques images de cette élection qui se prépare en France? Alors c'était la rentrée scolaire cette semaine, mais aussi la rentrée politique en France, avec ces premiers dessins des Bénédicte, dessinatrices suisses. Donc on voit les hommes politiques français, un petits écoliers avec leurs cartables. On voit Sarkozy, Juppé, Macron, Montebourg, et un Hollande qui a déjà les lunettes cassées, tous prêts pour arriver en premier dans leur cours. Et cet autre dessin des Dion, un dessin publié d'un Marianne. Voilà la démission de Macron qui a fait les titres de cette semaine. Macron quitte les gouvernements. On le voit qui s'exclame « Merci pour ce moment ». Bien sûr, une référence au titre du livre de Valérie Trierweiler. Cet autre dessin des Goutal, un dessin publié d'un Mediapart. Voilà les dessins qui résument la politique du Nini. Sans Macron, ni gauche, ni gauche. Et on voit Macron qui s'exclame « L'apolitisme sauvera le monde ». Et à côté de lui, les présidents du MEDEF, Pierre Gattaz, qui dit « C'est cela, oui ». Alors justement, je vous propose d'écouter tout de suite Emmanuel Macron qui a démissionné cette semaine. Voilà comment il a expliqué cette démission. J'ai cependant touché du doigt les limites de notre système politique. Il pousse à des compromis de dernière minute, car le travail d'explication est rarement mené. Il fait la part belle aux peurs des uns et des autres, à défaut d'avoir construit un consensus idéologique et de fond. Il produit des solutions imparfaites
et fait trop souvent abstraction de la simple réalité. Toutes ces limites ont construit notre impuissance collective et le fait que nous ne puissions pas aller plus loin. Ça revient un petit peu à ce que vous disiez à l'instant. Un système finalement tout entier à bout de souffle où les vraies solutions pour le long terme ne peuvent pas être trouvées. Éric de Coutty. Alors moi, ce qui me gêne pas, mais ce qui me trouble dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est pas le constat. Parce que le constat, il aurait pu le faire plus tôt. Il est au gouvernement depuis 2 ans et il était le conseiller du prince pendant l'année précédente. Donc il est au cœur de la machine politique au pouvoir ces dernières années. C'est que on attend de voir ce qu'il veut, ce qu'il a à dire, ce qu'il veut proposer. Encore une fois, on revient, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est moins le constat d'une situation qu'on pourrait tous globalement partager, mais c'est qu'est-ce qu'on a à proposer, qu'est-ce qu'on a à dire, au-delà de ces constats et des anathèmes. Qu'est-ce qu'on a à proposer, quelle perspective on peut créer, quel dessin, quel schéma politique. Et dans le discours d'Emmanuel Macron, aussi bien, j'étais à la mutualité lorsqu'il a lancé son mouvement. J'ai écouté son discours et on l'a écouté comme tout le monde dans ses interviews. On attend de voir aujourd'hui les idées, le programme, les propositions. Elles vont venir, il faut bien le croire, parce que sinon ça va être un peu, sinon ça va être un peu court pour tenir la rampe. Mais là, aujourd'hui, on peut lui faire croire cette idée. Moi, je trouve ça plutôt assez sain, effectivement, le constat d'un système à bout de souffle. On m'appelle tous d'un renouvellement. Il peut incarner le renouvellement, mais il incarnera le renouvellement s'il est capable de faire effectivement de la politique autrement. Et jusqu'à ce qu'on a vu aujourd'hui, on a plutôt vu de vieilles recettes. Encore une fois, la une des journaux People, etc. Ça me semble un peu court. Donc, attendons pour voir les propositions qui vont être mises sur la table. Petite remarque, parce qu'il y a quand même un paradoxe formidable dans le propos qu'on vient d'entendre. D'abord, il n'est jamais trop tard pour découvrir la Lune. Enfin, Macron a quand même été, pendant plusieurs années, le conseiller économique de François Hollande à l'Élysée. Il connaît les rouages de la politique, il ne les découvre pas. Il était ministre. Et il nous explique qu'il a donc mesuré les limites de l'exercice. Donc, moi, j'en tire la conclusion, ah bon, je retourne dans le privé, dans la banque, etc. Mais non, il a mesuré les limites de la politique et il prépare, sans le dire tout en le suggérant, une hypothétique candidature. Là, il y a un problème pour moi de cohérence qui me laisse, je dois dire, un peu perplexe. Non, si vous permettez, on peut faire ce constat-là. Encore une fois, c'est comment il va le traduire. Si c'est qu'il soit en rupture avec ce monde politique tel qu'il le dit, tel qu'il l'a vécu, si c'est pour le faire autrement... On peut considérer que la politique a un sens, mais c'est la façon dont il va la pratiquer. Et là où je rejoindrai, c'est que pour l'instant, on ne voit pas une différence, on ne voit pas une rivière de sang entre le monde politique auquel il renonce et celui qu'il veut créer. Mais que quelqu'un veuille dessiner aujourd'hui, vous savez, notre vieux maître à Marianne, Jean-François Kahn, parlait de centrisme révolutionnaire. On peut imaginer effectivement qu'il décide, sauf qu'on ne le voit pas. Et vous y croyez, vous, Yvan Rioufol, ni gauche ni droite, quelque chose de nouveau qui se dessinera sur le paysage politique français ? En effet, à ce phénomène politique qui pourrait émerger. Et lui, Emmanuel Macron surfe là-dessus. Il est en effet un phénomène, un petit phénomène de cette crise de la politique. Moi, ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est de voir que tous ces hommes qui sortent du système se disent pour Macron rejeter la caste, Sarkozy rejette les élites, Le Maire rejette les énarques alors qu'ils baignent dedans. Donc tout ceci n'est pas très crédible, c'est ce que je veux dire. Et donc je rejoins dans le fond l'analyse que faisait de Coutty tout à l'heure, c'est qu'en effet son personnage est intéressant, il est neuf, etc. Et c'est vrai que les Français souffrent de voir qu'en 2017 on se présenteront ceux qui étaient là en 2012 et même avant. Et donc ceci est insupportable. Donc il a compris cela, mais c'est une bulle, c'est un effet de communication, c'est un effet médiatique. D'ailleurs, il n'est soutenu que par les médias. Enfin, c'était l'homme des médias. Et donc, je ne crois pas du tout, pour être très clair, je ne crois pas du tout à son avenir, car en effet, il va falloir qu'il dise ce qu'il pense. Et or, ce qu'il pense, on le sait déjà. Il est sur cette ligne, d'ailleurs, que défendait Éric de Coutty, de dire que tout est économique et social. Cette vieille analyse marxiste qui voudrait que tout se réduise à cela, et que l'on oublie le poids des cultures, le poids des identités, le poids des passions humaines, et lui fait l'impasse. Et d'ailleurs, il est conseillé par Terra Nova, qui avait fait l'impasse également sur ces grandes questions, le think tank socialiste, sur ces grandes questions identitaires. Lui fait l'impasse sur ceci. Donc je pense qu'il ne répondra pas, en tout cas, s'il veut écouter les Français, il ne répondra pas à ce que disent les Français. Donc il sera obligé d'être un peu sourd d'une oreille. Faire de la politique autrement, c'était déjà l'obsession de Michel Rocard, paix à son âme. Puis n'oublions pas que faire de la politique autrement, c'est encore faire de la politique, et que de la politique et une conquête électorale, ça ne se fait pas sans appareil. Et ça, s'il n'est pas capable de le construire, il risque de le mesurer à ses dépens. Ça ne se fait pas sans
électeurs, lui n'a jamais été élu. Un mot, ce qui rend, c'est que notre système, notre constitution, notre système politique de la présidentielle à 2 tours, ramène à chaque fois, parce que moi je crois qu'il y a une réalité sociologique qui fait qu'aujourd'hui le clivage droite-gauche dans notre pays n'a plus de vraie réalité. Sauf qu'à chaque élection présidentielle, on est ramené naturellement à cette bipolarisation. Et ça va être une vraie grosse difficulté pour Emmanuel Macron. Effectivement, ces guerres de tranchées qui ne veulent plus rien dire. Je pense qu'en effet, il est trop tard pour que cette élection de 2017 sorte de ces tranchées-là, mais je pense qu'à l'avenir, en effet, il faudra penser comme le suggère Macron. Mais Macron découvre en effet le fil à couper le beurre. Il n'est pas le premier à dire que l'opposition droite-gauche ne veut plus rien dire. En même temps, en 2007, il faut se souvenir que François Bayrou, dans une logique, est à 17%. Donc, malgré tout, il y a quelque chose qui se... Peut-être, encore une fois, on ne lit pas dans le marc de café. On est dans un schéma, dans une élection présidentielle qui se dessine aujourd'hui, qui semble très, très particulière, avec un rejet massif. Il me semble que Macron ne fait que redécouvrir le centrisme, et le centrisme, de mon point de vue, en tout cas, n'est qu'une position entre deux chaises qui ne répond pas au grand débat qu'on a évoqué succinctement. Mais donc, cette élection qui s'avérera peut-être être particulière, on la suivra bien entendu de très près. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, nos 4 éditorialistes pour faire un point donc, sur l'actualité de la semaine. Et on se retrouve lundi pour un tout nouveau débat sur France 24. Très bon week-end.